encore une chaleur à crever, et moi je m'apprête à filmer. Je crois que j'ai un problème de réglage. Je crois que j'ai mal réglé le trépied, ou alors j'ai grave rapetissé pendant la nuit. Alors... J'ai 7 romans à vous présenter aujourd'hui, alors comme d'habitude, installe-toi bien confortablement, on va parler bouquins. Petit truc un peu sympatoche aujourd'hui, on parle que de thrillers. Voilà, j'ai que des thrillers ou tout du moins du roman à suspense. Voilà, j'ai sélectionné tous les livres que j'avais lus, dont je ne vous ai pas encore parlé sur YouTube, où il y avait du suspense, du meurtre, du sang, voilà, tout ça. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et on va commencer ce point lecture avec... Une fin qui finit mal de Evelyn Clark, donc qui n'est autre qu'un duo entre Kate Clark et V.E. Schwab. Vous savez à quel point j'aime V.E. Schwab, c'est une de mes autrices fantasy préférées. Et Kate Clark, alors vous le savez peut-être pas, enfin si vous remontez dans mes anciennes vidéos, vous pourrez le découvrir. Puisque Kate Clark, c'est une autrice qui a été publiée à la collection R, et j'ai lu tous ses livres qui ont été traduits, j'en ai même lu un en anglais. J'ai surkiffé, vraiment j'aimais trop ce qu'elle faisait, et c'est vrai que après, bah, il y a eu un moment, on ne l'a plus vue. Alors peut-être que l'autrice avait décidé de ne plus écrire, je ne sais pas. En tout cas, elle a décidé de faire un duo avec sa copine V.E. Schwab, et c'est pour mon plus grand plaisir parce que les retrouver ensemble, j'ai trouvé ça trop bien. En plus, elles ont pris un pseudonyme, je crois qu'il y a un autre roman qu'elles ont écrit ensemble, donc j'espère qu'on l'aura aussi. En tout cas, celui-ci, je peux vous dire que j'étais vraiment dans les starting blocks. J'avais super envie de le lire, j'étais trop pressée qu'il sorte parce que j'avais super envie déjà de retrouver la plume de Kate Clark, et surtout j'avais envie de voir ce que ça donnait les deux mélangés, et surtout découvrir V.E. Schwab dans un thriller, parce que souvent dans ces romans de fantasy elle y met quand même un peu de suspense, etc., mais c'est pas la même chose. Là on est vraiment dans un thriller, un espèce de huis clos sur une île, et j'avais trop envie. Alors en plus, voilà, vous savez maintenant, vous êtes au courant, vous et moi on se connaît, vous savez qu'en plus les huis clos, j'adore ça. Et là, on avait tout en fait pour que ça matche. Des autrices que j'adore, un huis clos, voilà, sur une île, et dans un espèce de manoir où il y a, où c'est un regroupement d'auteurs. Enfin, je veux dire, comment ça ne pouvait pas fonctionner? Clairement, c'était impossible que ça ne marche pas. On est sur une île privée en Écosse. C'est une île qui appartient à un auteur très connu qui s'appelle Arthur Fletcher. C'est Fletcher, hein? Parce qu'à chaque fois, je sais pas si c'est... Non, c'est Fletch. C'est ça. Je veux l'appeler Fletcher, mais c'est Fletch. Donc, Arthur Fletch. Qui est un auteur de thriller et de polar très très connu. Donc on est sur son île écossaise, ok? Quasiment toute l'histoire se passe là. Sur cette île, on a 6 auteurs qui sont regroupés, et ils sont là parce que le fameux Arthur Fletch est décédé. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas terminé le dernier roman qui devait être l'apothéose et la fin de sa saga de thriller, et tous les fans attendent, mais vraiment attendent de taré, un peu comme moi j'attendais ce titre. Ils attendent vraiment en fait de mettre enfin une fin sur l'histoire. Donc l'agent, l'éditeur, etc. De Arthur Fletch décide de regrouper 6 auteurs sur cette île. Chaque auteur, alors il y a auteur et auteurice, mais chaque auteur a une spécificité ou un talent qui lui est propre. C'est très rigolo d'ailleurs de les retrouver parce que y en a qui écrivent plus de la science-fiction, plus de la fantasy. Il y a même une autrice de romance, et tu te dis mais pourquoi? Et en fait c'est parce que pour chaque auteur présent sur cette île, l'éditeur avait vraiment découvert une subtilité ou quelque chose qui pouvait faire qu'il pourrait entre guillemets imiter la plume de Arthur Fletch. L'idée, c'est que parmi ces 6 auteurs, on trouve un seul, just one, comme dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y en ait plus qu'un, et que ce soit lui ou elle, hein, qui écrive ce fameux roman, mais sous le nom d'Arthur Fletch, puisqu'il ne faut surtout pas qu'on sache qu'Arthur est mort avant d'avoir écrit la fin de cette histoire, parce que ça ferait chuter les ventes. Donc non, l'idée c'est vraiment un porte-plume, un prête-plume plutôt, qui écrit à sa place, et ce qu'il gagne lui dans l'histoire, ça sera lui ou elle, bien sûr, dans l'histoire, c'est qu'après il aurait un contrat qui vaudrait un très gros contrat, on édite ses livres, on fait de lui une star, patati patata. Donc on a ces 6 protagonistes qui vont sur cette fameuse île écossaise. Au départ, ils ne savent absolument pas pourquoi ils sont là. Quand ils arrivent là, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit à leur téléphone portable. La seule chose qu'on leur donne, c'est une chambre, une machine à écrire, et on leur dit d'écrire en fait. Et ensuite, il y a une personne qui va lire ces textes et choisir qui va écrire la fin de cette histoire, et qui va être
mis sur un piédestal pour devenir le grand écrivain du siècle. Les six protagonistes se connaissent pas vraiment, ou en tout cas de nom, et ce qui est très drôle entre guillemets, c'est qu'on se rend compte un petit peu, finalement de la compétition et de la concurrence qu'il y a entre les auteurs. Alors là, on les met dans cette situation-là, hein, bien entendu, mais même en dehors de ça, quand ils se découvrent, c'est un petit peu genre, ah ouais, c'est celle qui a vendu tant de livres, ah ouais, c'est celle qui a fait ça. C'est très drôle, et là, il y a une petite nouvelle qui est là, qui n'a jamais rien fait, et tout le monde est en mode, mais tu vois, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc on a ces personnages, alors je vais pas trop vous en dire parce que c'est assez chouette je trouve de découvrir chaque personnalité, sauf que vous vous doutez bien qu'au-delà de cette concurrence, en plus il y a un duo d'auteurs, ça c'est un duo d'auteurs qui est dans une situation assez compliquée, et le duo m'a beaucoup fait rire parce que ça met vachement en avant la difficulté d'être une femme dans le milieu littéraire, parce que finalement dans le duo c'est un couple marié, et on voit bien qu'en fait le talent c'est elle et l'image c'est lui. Et en fait je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on peut voir dans le milieu éditorial. C'est assez triste, hein, mais c'est vrai que les hommes sont quand même plus facilement mis en avant dans le milieu de l'édition, que ce soit dans tous les secteurs d'ailleurs de l'édition. Et du coup, je trouve ça assez, j'ai trouvé ça assez chouette que les deux autrices le placent là, subtilement, mais c'est quand même présent. J'ai beaucoup aimé. Bref, c'est le seul détail que je vous donne sur les personnages parce qu'il faut découvrir par vous-même. Donc ils sont en compétition et ils apprennent non seulement un petit peu à se connaître, mais en plus ils doivent écrire ce fameux texte. Sauf que vous vous doutez bien que cette île écossaise perdue au milieu de nulle part, sans contact avec l'extérieur, ça sent pas très bon. Et effectivement, puisqu'il va commencer à y avoir des meurtres. Donc au fur et à mesure, de plus en plus de personnes vont mourir et forcément, on est dans un espèce de huis clos puisqu'on est sur une île. Donc les seules personnes présentes, ce sont les 6 à être là, et l'éditeur qui est dans une petite maison sur l'île, à qui on peut remettre son texte pour savoir si on est bon ou pas. Du coup, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe sur cette île. En plus, on entend des bruits bizarres, on se demande s'il n'y a pas des fantômes. Enfin, il y a vraiment tout un mélange comme ça, une espèce d'ambiance assez pesante que j'ai trouvé juste trop chouette. J'avais déjà lu un roman comme ça il y a un an ou deux, je crois, où on était comme ça dans un manoir avec que des auteurs et il y a eu une série de meurtres. Au début, j'ai eu peur que ça ressemble un peu trop, mais en fait non, parce que on est vraiment là déjà avec des personnages qui ont une patte et qui ont des spécificités propres et que j'ai trouvé hyper intéressante. Et je trouve d'ailleurs, alors le suspense est là, le suspense joue bien sûr, mais j'ai vraiment trouvé que ce qui était la petite pépite du roman, c'était vraiment justement l'ensemble de ces personnages, les liens qui sont entre eux en fait. Bon, la révélation finale était très cool, le huis clos aussi, hein. Mais vraiment, moi, j'ai aimé les personnages du roman, j'ai aimé les messages subtils aussi que les autrices nous font passer par chaque auteur présent, la place du milieu littéraire, la place du monde de l'édition, etc. C'était vraiment super intéressant. L'ambiance est chouette, c'est fluide, c'est bien écrit. De toute façon, c'est V.E. Schwab et Kate Clark, on n'en doute pas. C'est hyper intéressant. Il y a des côtés un petit peu engagés aussi. C'est riche et vraiment, c'est une chouette lecture. Je veux pas vous en dire beaucoup parce que vraiment, c'est un bouquin. Ce genre de livre, surtout les huis clos comme ça, je pense que il faut vraiment entrer dedans. Voilà, là, allez-y en vous disant qu'on a un groupe de personnages hétéroclites, mais tout ça, qui ont tous quelque chose que tu as envie de fouiller et de creuser. Et puis une histoire, ils sont en compétition, c'est un concours où il faut qu'ils gagnent pour devenir les plus célèbres. La fin est super chouette, vraiment c'est une belle réussite, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous dis je surveillerai parce que j'ai très envie de continuer à découvrir ce qu'elles peuvent faire ensemble. Donc maintenant on surveille Evelyn Clark, mais on surveille également Kate Clark et V.E. Schwab. Bien sûr, on n'oublie pas que même séparées elles font des merveilles, mais ensemble c'est plutôt chouette aussi. La belle-fille de Sia Jang, chez Presse de la Cité. Alors je l'ai lu il y a quelques temps déjà, je pense que vous avez vu mon réel, en tout cas j'espère. C'est un roman coréen, en tout cas l'autrice est coréenne, et c'est un thriller domestique qui m'a pour le coup assez surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé que la plume était quand même super froide dans ce roman, mais en vrai, avec le texte, ça va hyper bien. Sincèrement, ça va super bien. Les personnages sont pas ultra fouillés, etc. Mais en même temps, c'est un roman assez court.
Et j'ai quand même trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. J'ai passé un très bon moment de lecture, franchement, c'était très cool. Alors ensuite, Jae-young, qui est une jeune femme qui est en pleine fuite. Il faut qu'elle disparaisse parce que elle fuit, elle a fait quelque chose de dramatique et il faut absolument qu'elle fuit. Elle prend le train pour aller vers Séoul et dans le train, elle va rencontrer une femme qui a un bébé avec elle. Elles vont commencer à discuter et cette femme avec l'enfant va lui expliquer que elle retourne dans un bled, voilà, et qu'elle va rejoindre en fait ses beaux-parents. Parce que elle est seule et qu'elle a besoin d'aide pour éduquer son enfant et que les parents du papa du petit, enfin du bébé quoi, sont très très riches et qu'elle compte sur eux pour l'aider en fait à s'occuper de cet enfant. Jae-young écoute, elle est en mode ok et tout, puis Jae-young part, elle va aux toilettes tout simplement, et quand elle revient, le bébé est seul, tout le monde l'accuse d'avoir laissé cet enfant tout seul, alors elle est en mode mais what? J'ai rien fait moi, tu vois. Et là elle trouve un mot, et ce mot lui dit, en gros, c'est le mot lui dit qu'elle doit s'occuper de cet enfant, enfin on lui demande de s'occuper de cet enfant, de l'emmener chez les beaux-parents, et qu'ils vont prendre soin de lui, qu'elle elle peut pas y aller, blabla. Elle se dit, franchement au départ, tu vois, t'as quand même ce questionnement, moi je me suis dit, attends, mais il se passe un truc comme ça, t'appelles les flics, mais en même temps, Jae-young, elle fuit, donc c'est peut-être l'opportunité parfaite pour elle. Elle va donc, la saisir cette opportunité, parce qu'elle se dit que de elle va aller dans un endroit où personne ne la cherchera, et de deux, c'est une famille riche, voilà, et ils ne connaissent pas la belle-fille, donc elle se dit que elle peut peut-être se faire passer pour cette fameuse belle-fille. Bref, elle y voit une opportunité, elle va là-bas, et quand elle se pointe, effectivement, dès le départ, on la prend pour la mère du bébé et on l'intègre à la famille. Alors, elle est un petit peu mal à l'aise, mais je vous ai dit, elle a besoin de se cacher. Donc, elle se dit que clairement, c'est le moment idéal et elle voit pas pourquoi elle le ferait pas. Donc, elle accepte ça et elle s'intègre à cette fameuse famille. Famille assez particulière parce que dans cette famille, il n'y a plus que le patriarche qui est fortement diminué. Alors, a priori, il aurait fait un AVC, il est plus capable de parler, il est en fauteuil, il a quelqu'un qui s'occupe de lui constamment. Et il y a le fils, donc qui est censé être son beau-frère, en fait, qui est plus qu'accueillant, vraiment, c'est assez surprenant, mais il est extrêmement accueillant, et on va l'intégrer assez facilement à la famille, Jae-young. On va lui donner des choses, voilà, de l'argent, une voiture, enfin vraiment des trucs assez dingues. Et au début, elle s'intègre plutôt bien à cet endroit. Sauf que elle va découvrir quand même qu'il se passe des choses bizarres. Et nous aussi, on va découvrir qu'il se passe des choses assez étranges. Notamment quand elle va découvrir qu'il y a peut-être un lien entre son passé à elle et cette famille. Et qu'elle n'est peut-être pas là par hasard. Je vous laisse découvrir le reste. Je vous ai dit, ça se lit plutôt bien. Alors, il y a des retournements. J'ai bien aimé la fin. La fin m'a vraiment beaucoup plu. Il y a vraiment pas mal de retournements. J'ai juste trouvé la plume un peu froide. C'est vraiment le seul truc. Mais en même temps, ça va avec le roman. Je trouve qu'il se dévore. Sincèrement, il se dévore. C'est vraiment pour les gens qui aiment les thrillers avec beaucoup de retournements de situation, avec des plot twists de dingue, pas sanglants, plutôt dans la manipulation, etc. Si c'est ce genre-là, allez-y. Vraiment, au niveau de la trouillette, on est dans le vert. Et pour le Evelyn Clark, c'est pareil. Alors, il y a l'ambiance... pour celui-ci, là, je vous l'ai pas dit, mais pour celui-ci, il y a quand même l'ambiance un petit peu château hanté et tout, enfin manoir hanté, donc peut-être qu'on est à la limite du orange, mais franchement, voilà. Et celui-là, on est vraiment dans le vert. Donc si vous avez envie d'un roman comme ça, c'est vraiment dans la lignée de tous les thrillers psychologiques qu'on peut voir, ou thrillers domestiques, qu'on peut voir pulluler dernièrement. Mais c'était très chouette, il est super efficace. Faut pas non plus lui en demander 50 000, enfin faut pas demander des trucs de taré, parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment une chouette lecture. Moi j'ai passé un très bon moment, donc je vous le recommande si vous avez envie de lire ce type de livre. Je vous ai dit qu'on restait dans le mystère et le suspense. Blood Viper de Dahlia Blake, donc c'est le tome 2 des légendes. Alors, j'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment, j'avais beaucoup aimé, donc Black Venus, j'avais beaucoup aimé. Mais ça, oh my god, mais ce tome est incroyable. Et apparemment le 3 est encore mieux. C'était... Oh mon dieu, c'était génial, j'ai adoré, je sais même pas. Alors on est dans un romantique suspense, mais où il y a quand même beaucoup de suspense, où il y a une histoire d'espionnage, de trahison et tout. Oh, c'était incroyable, j'ai adoré. Si vous avez aimé Our Lies j'ai plus le titre, qui était sorti chez Hugo, vous allez adorer ce tome, il est incroyable. Vraiment, il est trop bien, il est trop bien. Alors on suit Ruby, qui est un agent secret entre guillemets, et qui fait beaucoup d'infiltration. Elle veut pas d'histoire d'amour ni rien. La seule chose qu'elle fait, c'est coucher avec son
j'allais dire son associé, mais c'est pas le nom, son coéquipier, qui s'appelle Diamond, nom de code, hein, tout ça. Et c'est tout, voilà. Donc elle, ce qui lui importe, c'est son boulot. Et puis bon, bah ses petites relations avec Diamond. Elle va être envoyée sur une mission qui est assez importante, où elle va devoir intégrer une société pour espionner. Et sur place, elle va devoir se rapprocher d'un autre personnage qui est censé être un espion russe. Et elle va devoir essayer de savoir s'il espionne vraiment. Enfin bref, il y a tous ces trucs-là. Je peux rien vous dire parce que je veux pas vous spoiler, mais ce roman m'a tenu en haleine du début à la fin. J'étais incapable, vraiment j'étais en apnée. J'étais incapable de m'arrêter. Mais vraiment, quand j'ai fini le livre, j'étais dégoûtée. J'avais envie de rester avec Ruby. J'adore ce personnage, elle est géniale. Vraiment, j'ai trop aimé, il est incroyable, c'est un coup de cœur, voilà, c'est un coup de cœur, j'ai adoré ce roman, il est incroyable, en fait j'ai trop peur de vous spoiler et ce serait trop dommage parce que vraiment ce livre, il faut le découvrir. Alors, est-ce qu'il faut avoir lu le tome 1? C'est mieux, mais c'est pas indispensable, mais honnêtement c'est mieux. Le 3 a un lien direct avec le 2, donc là par contre faut y aller. Enfin, faut avoir lu les deux. Je pense quand même que c'est mieux de lire les trois. Il y a quand même une espèce de continuité. C'est pas la suite directe, donc c'est vrai que c'est lisible, mais je vous recommanderais quand même de commencer par le 1. Le 1 est génial, hein. Vraiment, il est génial, il est engagé, il est trop bien, il est vraiment trop bien. Mais alors, le tome 2, mais Blood Viper, c'est... Oh my god, il était incroyable. Je sais que j'en dis pas beaucoup et que je suis juste en train de dire waouh, génial, c'est nul comme chronique, j'en suis bien consciente. Mais juste, retenez que je l'ai adoré, je veux pas vous en dire trop parce que vraiment... Aïe, je marchais sur un caillou, comment ça se fait qu'il y a des cailloux ici? Bref, je veux vraiment pas, je veux rien spoiler, mais il est génial, vraiment foncez, lisez cette saga, elle est incroyable, j'ai le tome 3, je vais le lire là dans les jours qui suivent parce que j'ai trop envie, mais Blood Viper, mais vraiment, alors Dahlia Blake, vous me notez son nom, vous la soutenez à mort, vous foncez, voilà, on y va, c'était trop bien. Hop, on passe à Moi, Anna Iceberg de Diane McEvoy. Alors là, c'est un gros mot bof, voilà. J'avais adoré, le prologue est génial, vraiment le prologue est incroyable, mais la suite, j'étais en mode, ouais, bof. En fait, la construction du roman fait qu'on comprend tout de suite, enfin moi en tout cas j'ai compris tout de suite, et comprendre, c'est pas grave. Par exemple, pour le Franck Tillier, je vous avais dit que j'avais trouvé la fin avant de la lire, donc ça peut ne pas être trop gênant. Mais quand le reste du titre arrive à te garder en haleine, là c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai compris, bah je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que en fait je savais où on allait, je voyais où on allait, je comprenais à chaque fois pourquoi il y avait ça et ça. Du coup ça m'intéressait pas. Et c'est dommage parce que voilà, en plus il a gagné le prix de roman de l'été. Bah écoutez, tant mieux, je pense qu'il plaira. Moi je me suis fait chier en fait, vraiment. Alors. On suit Anaïs qui travaille, elle est à Liverpool, elle est fan des Beatles, et ça a un lien avec le roman. Hein. Elle est professeure dans une université, il me semble, et en fait tout va bien jusqu'au jour où elle va commencer à recevoir des messages d'un corbeau lui disant qu'on sait qui elle est, ce qu'elle a fait, pourquoi elle est là, etc. Donc oui, Anaïs cache quelque chose. Parallèlement à ça, on suit un jeune homme de 17 ans qui vit lui aussi en Angleterre et qui découvre, en fouillant dans les papiers de ses parents pour un truc, il va découvrir qu'en fait il a été adopté et lui va se mettre en tête de commencer à enquêter. Il veut savoir d'où il vient, qui est sa famille, etc. Il découvre que sa mère est française, donc pendant les vacances il va partir en France parce qu'il doit aller chez sa tante et il va commencer à enquêter. Donc on va découvrir l'histoire de ce jeune homme et parallèlement à ça, Anaïs, donc qui est toujours à Liverpool, hein, et qui essaye de se dépatouiller et qui se met à douter de tout, même de son conjoint, mais vraiment de tout le monde en fait autour d'elle. Elle se demande vraiment qui la harcèle comme ça, qui lui envoie des messages et surtout dans quel but, qu'est-ce que la personne veut dénoncer. Voilà, il va y avoir des liens qui vont se tisser entre toutes les histoires et on a la révélation finale. Vous voyez bien que je suis pas enjaillée parce que j'ai très vite compris, on a deux histoires en parallèle, mais en fait c'est évident, enfin voilà, et il n'y a pas de surprise. Et du coup, bah... T'as compris la fin, et en plus, pendant tout le long du roman, il se passe pas des trucs de dingue. Moi, je me suis pas éclatée dans le roman, et j'avoue, voilà, je me suis beaucoup ennuyée. Alors, sur la jauge de la trouillette, on est dans le vert, vous pouvez y aller, il y a pas de meurtre, enfin, il y a rien de sanglant, il y a rien de terrifiant, on est dans un thriller, pareil, thriller psychologique domestique, mais qui, pour moi, n'est pas super efficace, qui est très prévisible,
et où moi j'ai ressenti beaucoup d'ennui, vraiment beaucoup d'ennui, et pourtant je vous assure que j'ai flashé sur le prologue, puisque ce roman, quand je l'ai acheté, j'ai lu le prologue en librairie et je me suis dit, ah pétard, ça va être dinguissime ça, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais à chaque fois que j'achète des livres, quand je suis en librairie, je lis toujours le prologue ou le premier chapitre, pour déjà savoir si la plume va me plaire et s'il y a un truc qui m'appelle dans le livre. Là, le prologue, je me suis dit, il va être dingue, ça va être trop bien et tout, je vais m'éclater. Il y avait de l'humour, il y avait plein de trucs, et je me suis vraiment dit que ça allait être dinguissime. Et au final, je me suis mais royal. Donc grosse déception pour moi. C'est un livre que je garderai pas. D'ailleurs, je vais l'envoyer, je vais le revendre, je vais l'envoyer. T'as l'impression que oh, pas les poubelles. Non, je vais m'en débarrasser. Je vais pas le garder. Voilà, pour moi c'est une grosse déception. J'ai trouvé que c'était après ça se lit. Hein. Franchement, je l'ai lu, je l'ai fini. Hein. Mais ça reste vraiment un gros mouais bof. Et là, on fait l'inverse. Un roman qui m'ennuyait profondément, vraiment, et qui d'un seul coup a switché, et où j'ai fait « Ah, c'est vachement sympa, en fait !» Mais vraiment, au début, je me faisais chier. Hein. Et j'ai insisté parce qu'il est très court. Je l'ai reçu en service de presse, et vraiment, j'ai insisté. Je me suis dit « J'essaye, parce que peut-être qu'au fond, il y a un truc bien, tu vois ?» Et j'ai bien fait, parce que pour le coup c'était vraiment très bien, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pas le roman qui va me marquer ad vitam aeternam, hein, mais c'est un thriller qui fait bien le job, qui est pour le coup assez surprenant, et qui connaît plein de rebondissements, et c'était très chouette. On suit une jeune femme qui donc est notaire, qui va être amenée à faire une expertise dans un manoir. C'est un homme qui l'appelle. Dans ce manoir ne vit plus que sa mère, qui est sa belle-mère je crois d'ailleurs, et en gros, il veut virer la vieille, puisque c'est pas l'héritière. Il veut vendre le manoir, etc. Mais la personne qui l'a contacté, je crois que je me suis trompée au début, la personne qui a contacté la notaire, c'est justement cette femme, parce qu'elle veut essayer de voir si elle peut rester ici, et dans quelle mesure elle peut quand même avoir un minimum d'héritage, parce qu'elle va se retrouver sans rien. Notre jeune notaire, Anna, elle a beaucoup d'empathie pour cette vieille dame, et elle va décider de l'aider. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle a pas fait? Elle va se retrouver empêtrée dans une histoire, mais hallucinante, qui fait qu'en fait, Anna, donc notre jeune notaire, va se retrouver accusée de meurtre et de vol. Ouais. Donc, course-poursuite, elle est obligée de fuir, mais des trucs de dingue. Et elle va devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de faire comprendre aux gens qu'elle n'a rien fait. C'est extrêmement bien foutu. Je vous dis, il est court, mais c'est très dynamique, il se passe beaucoup de choses. Alors, pas sur le tout début. Et vraiment, moi, les premiers chapitres, je me suis... Ouais, j'étais vraiment pas dedans. Et alors après, je me suis complètement laissée embarquer. Voilà. Donc, vous voyez ma technique de je lis les premiers chapitres en librairie, c'est pas forcément très bon. Là, je vous avoue que je me suis dit, bah attends, j'ai vu des avis vachement positifs. Donc pousse un peu. Moi, j'essaie toujours de pousser quand même un petit peu ma lecture. Et j'ai bien fait, parce que finalement, j'ai passé un bon moment de lecture. Et celui-ci, à mon sens, est bien plus efficace. Et que celui que je vous ai présenté avant. Il est plus efficace et beaucoup plus de dynamisme. Et on se fait moins chier. Hein. Il y a plein de rebondissements. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna et surtout les relations qu'elle a avec son papa, c'était vraiment très chouette. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui est un peu manipulation et tout, c'était très chouette. Franchement, c'était très chouette. Après, c'est pas non plus, je vous ai dit, le roman qui va bouleverser ma vie de lectrice, mais c'est pas ce que je lui demandais non plus. Je voulais juste passer un bon moment et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est très bien. Celui-ci, je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, je me souviens pas, je crois pas, je sais plus, je crois pas. Voilà, je suis perdue. En tout cas, c'est un énorme coup de cœur, les gars. Je crois que je vous en ai pas parlé. Je crois que j'en ai parlé un peu sur Insta. Je crois que j'ai même fait une vidéo sur Insta. C'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Si vous aimez les romans dans la veine de... Alors, quand je dis Olivier Norek, c'est plutôt sa saga Victor Coste. C'est-à-dire qu'on est dans la même ambiance, sauf que dans Victor Coste, on est dans le 93. Donc, forcément, le premier tome s'appelle Code 93, c'est logique. Là, dans La Fabrique du Mal, on est dans les cités de Marseille. Donc, c'est pas exactement la même ambiance. On parle d'un sujet très très important dans ce roman. Vous en avez déjà sûrement entendu parler aux infos ou dans des reportages ou autres. Les enfants des cités qui deviennent des tueurs à gages entre guillemets, qui sont embauchés en fait et à qui on donne 10 ou 20 000 euros pour abattre des gens. Ils ont des kalachnikovs dans les mains. Enfin, c'est des trucs de fou. Là, on est à fond dans ces thématiques-là. On est vraiment dans un truc très violent. Le roman est violent. L'histoire est dure. Il y a des scènes qui sont indescriptibles, vraiment, qui sont, voilà, mais l'autrice le fait extrêmement bien. Si vous aimez Angelina Delcroix pour le truc du psychiatre, là,
n'allez pas là-dedans, vous allez pas aimer. Hein. C'est pas du tout la même chose. J'ai vu que beaucoup de personnes qui suivaient l'autrice ont été extrêmement déçues par ce titre. Moi, j'ai lu d'autres romans de l'autrice. Je trouve que celui-ci est clairement son meilleur. Parce que c'est ça que j'aime. Il y a vachement de tension, il y a des messages, c'est sombre, c'est violent, c'est dur, c'est génial. J'ai adoré ce roman. Je ne voulais pas le quitter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre de titre, t'es en train de le dévorer. Tu le dévores, tu le dévores, tu le dévores. Et à côté de ça, quand tu t'approches de la fin, tu te dis, il faut que je m'arrête parce qu'en fait sinon il est fini et tu veux pas quitter l'ouvrage, tu ne veux pas quitter l'ouvrage. Je l'ai littéralement bouffé, je l'ai adoré, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Foncez lire La Fabrique du Mal si vous êtes ok avec ce genre d'ambiance. Vraiment c'est très sombre, on parle des personnes qui vivent là, qui font des trafics, donc c'est très violent. Il y a beaucoup de violence physique, il y a de la torture, il se passe des choses pas jolies dans le roman, mais voilà. Je vous fais même pas de résumé parce qu'en fait, c'est pas qu'il mérite pas de résumé, mais en vrai, si derrière il n'y a pas de résumé, c'est pas pour rien. On parle de la violence des cités de Marseille et on parle de ces ados, de ces jeunes personnes qui finissent en étant tueurs à gages sans forcément vraiment prendre conscience qu'ils tuent des gens en plus, tu vois. Donc il y a quand même un aspect psychologique dans le roman où on étudie, où on nous met un peu en avant tout ça, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, vraiment. On suit aussi un jeune homme qui, lui, travaille avec les jeunes des cités de Marseille, il est éducateur, et il essaye tant bien que mal d'aider comme il peut, mais c'est vraiment très compliqué. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, on pourrait tomber dans le gros clichos, vraiment le cliché de merde, où on fait que tout foutre sur la tronche des parents, en disant que les parents sont démissionnaires, que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, et que c'est pour ça que dans ces coins-là, c'est la merde et tout. Là, on n'est pas du tout dans ce cliché, mais pas du tout. Le gamin qu'on va suivre, sa mère, alors oui, elle travaille énormément, mais parce qu'elle a un métier, elle a un salaire de merde et qu'il faut bien qu'elle nourrisse son gamin et qu'elle lui permette de s'habiller comme ses potes, etc. Donc elle se tue au travail, mais elle s'occupe de son fils, vraiment. Elle prend soin de son gamin, quoi. Donc il y a pas ce côté où ouais c'est bon, c'est parce qu'elle s'occupe pas de lui, pas du tout. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on tombe pas dans le pathos, c'est dans le cliché. On n'est pas dans le jugement non plus. On nous raconte, voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres, ça reste une fiction, mais ça en dit quand même long sur ce qui peut se passer. J'ai trouvé le sujet, moi personnellement, plutôt bien abordé. Après, je suis pas une experte, mais de mon prisme à moi, qui peut aussi être pas forcément à 100% bon, mais de mon prisme à moi, il était vraiment chouette. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai adoré ce titre. Je peux que le recommander parce que c'était génial. Bon, allez, Soleil fantôme de Gaël Aymon chez Nathan. Alors, moi j'aime beaucoup la plume de l'auteur déjà depuis quelques années. J'en ai lu beaucoup vraiment de Gaël Aymon. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Il y a toujours un mystère et il y a toujours, je trouve qu'il traite les sujets adolescents avec beaucoup de finesse et de tact. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on est dans un roman avec du suspense et en même temps il traite des sujets hyper intéressants, hyper important. Notamment dans celui-là, on parle du divorce, de la dépression d'un parent, du père là en l'occurrence. Comment l'enfant vit ça, en fait. Comment un ado peut essayer de prendre le rôle qui n'est pas le sien. On a les premiers amours, on a le mal-être de l'adolescent, même physique. On a vraiment plein de choses comme ça, et en même temps, on a un mystère. Voilà. Donc, Soleil fantôme, et puis alors, le titre, quand vous aurez lu le bouquin, vous verrez qu'il est incroyable. Alors, on suit Hélios, qui est un ado de 17 ans, qui part en vacances d'été avec son père et son petit frère Solal. Donc ses parents ont divorcé, leur père il vit une dépression assez horrible. Et là, les deux gamins partent en vacances avec son père. Déjà, dès le début des vacances, ça se passe mal. Hein. Le père, il s'est gouré de dates, il arrive, il n'a pas de réservation, enfin, c'est le bordel. Hélios essaye comme il peut de compenser le fait que son père est en dépression en s'occupant beaucoup de son petit frère Solal, qui a 5 ans, il me semble. Et il prend beaucoup de choses sur lui, il a très peur aussi que son père fasse une connerie. Donc vraiment, Hélios, il est dans un mood qui est compliqué, parce qu'il doit gérer son petit frère, et en même temps, il a très peur que son père fasse une connerie, donc vraiment pour lui, l'été s'annonce pas ouf, tu vois. Sauf que son père veut quand même qu'Hélios ait sa vie, est une vie d'ado de 17 ans, donc il le pousse quand même à essayer d'aller rencontrer du monde, etc. Donc, on est dans ce camping, puisqu'ils sont au camping, et
Solal, qui a 5 ans, c'est la première fois de leur vie qu'ils foutent les pieds là, hein, sur la côte atlantique, dans ce camping et sur cette île. Et le gamin lui dit « Ah, c'est ici qu'on m'a tué. » Ok. Et Elios lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Bah oui, c'est ici qu'on m'a tué. Ah, et d'ailleurs, ma vraie maman me manque. » Donc Elios lui dit « Bah si tu veux, on peut appeler maman. » « Mais non, pas celle-là, l'autre maman, celle avant que je sois mort. » Là, Elios, au début, il se dit « Voilà, il y a un truc qui va pas bien dans la tête de mon petit frère. » Et très doucement, il va se rendre compte que le petit commence à lui dire « Oui, mais si, j'étais dans une maison avec les volets comme ça, la maison elle est comme ça, elle s'appelle la renardière, patati patata. » Elios, il se dit « Ok, mon frère a beaucoup d'imagination. » Il va partir se promener et il va rencontrer un groupe d'ados avec qui il va un petit peu sympathiser et ces ados vont l'inviter dans leur maison de vacances pour boire un coup, un truc comme ça, je sais plus trop quoi, ou pour aller à la piscine, je sais plus, ou les deux d'ailleurs. Et quand il arrive dans cette fameuse maison, il reconnaît la maison que son frère a décrite. Vraiment, elle ressemble très portrait à ce que Solal a dit et surtout il y a le nom de la maison sur la baraque et il y a écrit la renardière. Et là, Elios commence à se dire, mais attends, il y a un truc louche. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que tout ce que dit son petit frère semble être vrai. Sauf que comment c'est possible? Comment ce gamin, Solal, 5 ans, qui n'est jamais venu ici, peut connaître autant de détails et être persuadé qu'il est mort sur cette île? C'est quand même complètement dingue. Au bout d'un moment, Solal va dire à son frère que oui, il est mort là, mais qu'il est mort là quand il s'appelait Daniel. Complètement bizarre. Franchement, c'est super flippant. Moi, j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Du coup, ça rend le texte hyper... t'as trop envie de continuer, c'était assez ouf. Elios, qui va sympathiser avec le groupe d'adolescents, notamment Lucas et Manon. Il va d'ailleurs vivre ses premiers amours, ses premiers émois. Il va commencer à enquêter. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et ils vont se rendre compte effectivement, il y a un gamin qui s'appelait Daniel qui est mort sur cette île. Ils vont commencer à fouiner, découvrir des choses et se rendre compte qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre sur cette île, mais de très bizarre, et surtout avec Solal. Il y a une thématique très forte dans le roman dont je peux pas vous parler parce que ça va spoiler tout le titre, enfin tout le roman. Il y a vraiment une thématique abordée dans le roman que j'ai adorée. Je l'avais jamais vue dans un roman jeunesse comme ça. J'ai vraiment aimé. Alors, je vous le rappelle, on est dans un roman jeunesse, d'accord? Donc, oui, il y a du suspense, mais on n'est pas dans un thriller adulte. Même si, honnêtement, les scènes de fin, waouh, vraiment, c'est parmi les meilleures scènes de fin que j'ai lues dans du young, enfin dans du jeunesse, parce qu'on est à partir de 13-14 ans, donc c'est vraiment du jeunesse. Et il y a vraiment des scènes qui m'ont fait froid dans le dos et où je me suis dit, waouh, ah ouais, là on blague plus, en fait. Ça prépare l'ado au thriller adulte quand même, mais ça reste, attention, hein, ça reste adapté aux ados, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Mais vraiment, il y a des scènes que j'ai trouvées presque dignes d'un thriller adulte et c'était vraiment dingue. J'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai lu 2 fois, je l'ai reçu en début d'année pour savoir si je voulais travailler dessus, parce que j'ai fait un réel en collab rémunéré sur Insta. Donc, d'abord, dans un premier temps, je l'ai lu à cette époque-là et je l'ai adoré et je l'ai relu avant de faire mon réel pour que ce soit bien frais. Et malgré le fait que je connaissais le dénouement de l'histoire, j'ai surkiffé, c'était génial. Et du coup, je me dis, bah ouais, vraiment c'est bien. Alors attention, je le répète, c'est un roman jeunesse. Donc, je ne veux pas que vous me disiez, oui, mais c'est trop jeunesse. C'est un roman jeunesse, c'est pour les enfants de 13-14 ans, ok? Donc, quand vous le lisez, mettez-vous dans la peau d'un ado de 13-14 ans. Les thématiques abordées correspondent à de la jeunesse, et c'est fait exprès. Mais ça reste, pour moi, un très bon, je sais pas si on peut dire thriller jeunesse, mais on est quand même pas loin du thriller jeunesse, et c'est méga efficace. J'ai adoré, c'est un vrai page turner, t'as envie de le bouffer. En plus, comme c'est de la jeunesse, ça, voilà, 250 pages, mais bon, voilà, hein, pour nous adultes, ça se bouffe. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup ce que fait l'auteur. Je vous ai dit parce que je trouve toujours que vraiment, l'adolescence est extrêmement bien abordée. Et pourtant, j'en suis très loin maintenant hein, de l'adolescence, mais vraiment, c'était chouette. C'était très très chouette. Voilà. Bah écoutez, on a fait 7 thrillers. Je suis très contente. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous tente le plus. Voilà, si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés, pourquoi, ou voilà. Et ouais, j'attends vraiment vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes parce que c'est le principal. Pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça, c'est super important, surtout que j'ai été absente pendant plus d'1 mois. Et autant vous dire que YouTube n'aime pas ça du tout et il est en train de me le faire payer. Donc si vous pouviez
mettre un petit coup de boost, ce serait super cool. Je suis très contente de voir que vous êtes contents que les points lecture aient repris. J'ai vu vos derniers commentaires, donc merci du fond du cœur. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau point lecture. Et en attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!